Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la première journée des 6e rencontres capitales, ici à l'Institut de France, où nous échangerons avec la jeune génération. Alors comment ne pas se réjouir de ce voyage, de ce pont idéologique entre le XVIIe siècle et la jeune génération ici présente, qui, comme on le sait, contrairement à ce que d'autres pensent, continue à faire vivre les forces de l'esprit, la passion du savoir, l'intérêt infini pour la connaissance et la réflexion toujours tendue vers l'avenir. Je regarde les plus jeunes d'entre vous. Avec un dessein ambitieux, transformer la société et faire évoluer le monde de manière positive. Je crois qu'aujourd'hui, avec les mois que nous venons de passer, ce n'est pas un vœu pieux. Alors, avant d'entamer le débat qui nous rassemble, je me dois de vous rappeler en ces heures où une 5e vague pourrait déferler sur la France qu'il est impératif de respecter les règles Covid, de garder son masque pendant toute notre rencontre, vous m'excuserez de ne pas pouvoir le faire, et de maintenir les gestes barrières. Alors je vous rassure, barrières il n'y aura pas en ce qui concerne la circulation des idées. D'ailleurs, une librairie, pour ceux qui veulent continuer à travailler après notre rencontre, située dans la 2e cour de l'Institut, permet d'acheter les ouvrages des différents intervenants. Et pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, nos travaux peuvent être suivis en streaming sur le site rencontrecapital.com. Alors, il est temps d'attaquer le cœur du sujet qui nous rassemble en ce début d'après-midi. Comme vous le savez, notre débat s'intitule tout à fait simplement création, introspection pour mieux nous connaître et comprendre les bleus à l'âme. J'essaye de le dire avec le sourire. Vous conviendrez volontiers que sonder l'âme, la genèse de la création n'est pas une mince affaire, mais c'est probablement ce qui va rendre nos échanges passionnants. Alors pour ce faire, je suis entouré de personnalités prestigieuses qui, contrairement à moi, seront les meilleures pour nous éclairer dans le dédale de l'âme humaine. Alors j'ai bien sûr honneur aux dames Laurence Bertrand d'Orléac avec nous, qui vous êtes professeure d'université en histoire de l'art, et puis depuis peu présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, comme plus personne ne l'ignore. Dominique A, auteur, compositeur, interprète français, bien sûr connu de tous. J'ai fait la connaissance juste avant, en loge, du professeur Jean-François Alilaire, qui est psychiatre et secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. Voilà. Et puis évidemment, tout à fait à ma gauche ou droite, selon où vous êtes, l'écrivain et philosophe, directeur de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix. Alors d'abord, nous allons échanger tous les 5 autour de ce thème, de la création, de l'introspection, des bleus à l'âme, des liens qui se tissent entre ces 3 notions. Puis nous nous tournerons devant un panel de 3 étudiants qui ont préparé jour et nuit des questions qui vous seront adressées évidemment à vous 4. Et puis, très important, nous finirons la 3e partie, la 3e demi-heure, si j'arrive à tenir les bons timings, avec les questions du public que je remercie parce que je crois que vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits et présents. Je vois qu'il n'y a pas une place de libre. Ça fait plaisir. Alors, pour entamer le débat, j'ai quelques mots que vous reconnaîtrez tous. Dès demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Ce poème, issu des Contemplations, est parmi les plus beaux de Victor Hugo. Il lui vient de sa douleur inconsolable d'avoir perdu quelques années plus tôt sa fille Léopoldine. Et il dit tout de notre débat du jour. La question est, les événements tragiques, le mal-être et les blessures sont bien souvent une source d'inspiration pour les artistes. Donc je me tourne tout de suite vers celui qui a écrit des chansons inoubliables, Dominique A. Voilà, le bleu à l'âme est-il une source principale de création, y compris dans la musique? Autrement dit, quand vous allez mal, est-ce que vous écrivez des tubes? Bonjour. En tout cas, le moment de l'écriture est complètement indépendant. Le moment lui-même d'une souffrance, au contraire, je dirais. Enfin, moi, je suis, comme beaucoup de gens, artistes, incapable de créer dans une situation où je ne suis que l'ombre de moi-même. Donc, évidemment, le côté cathartique, je sais qui je serais pour remettre ça en cause.
Non, je pense tout simplement qu'effectivement, moi, je vois le travail artistique comme, moi, ça me met dans un état un peu de neutralité, je dirais, où je suis un espèce de filtre, et que des choses qui se sont accumulées, des choses que j'ai emmagasinées à mon corps défendant ou non, ressurgissent tout simplement. Mais à ce moment-là, je suis juste concentration, tendu vers l'effort de la création, ou l'effort ou le laisser aller aussi, hein. Il y a aussi ce mouvement-là. Donc il n'y a pas pour moi ça ne peut pas se faire. Alors évidemment, il y a des gens qui ont réussi à créer des fois dans des situations complexes, mais ce n'est pas mon cas. Vous tordez le cou au mythe du rocker malheureux qui vit un chagrin d'amour ou tombe dans l'alcool pour écrire un tube. On appelle ça le dolorisme. Non, c'est pas. De toute façon, ça repose, je pense, la vocation artistique repose sur des blessures. Des blessures d'enfance souvent, donc après on tourne autour. Moi j'ai l'impression de tourner autour de ça en permanence, hein, donc mais c'est une joie la création aussi. Ça n'est pas que de la souffrance. C'est vrai qu'on présente souvent la création, ou les créateurs se présentent souvent comme des gens qui vont au bout de leurs limites et moi je m'inscris un peu en porte-à-faux par rapport à ça. C'est intéressant que vous pouvez également nous dire qu'on peut créer heureux. On crée neutre. Non, je crois qu'il faut être dans un état d'esprit où on est uniquement concentré sur sa tâche et on ne se laisse pas envahir par les affects, parce que sinon on va vers la caricature, on va vers une forme là pour le coup de laisser aller, mais de très mauvais aloi. Mais effectivement, la création, c'est aussi un travail, ce n'est pas qu'un ressenti. Tout à fait. Alors vous parliez, cher Dominique A, des blessures de l'enfance, en tout cas de l'enfance en elle-même. Évidemment, ça me donne envie de me tourner vers le professeur Alilaire. Vous êtes psychiatre. Est-ce que on parlait de la culture, de la création, de la souffrance, des bleus à l'âme qui peuvent aider à créer ou amener à créer, mais est-ce qu'on peut se poser la question inverse avec vous? Est-ce que la culture peut aider à lutter contre la dépression, si ce n'est l'anxiété? Pour vous répondre un peu vite, la culture est quand même un mouvement d'élaboration des expériences humaines individuelles et collectives, et de cristallisation autour d'un certain nombre de préoccupations qui viennent à l'individu, à son ensemble et à des ensembles de plus en plus larges qui font que la communication de cette création individuelle qui est faite d'un assemblage d'émotions, de souvenirs, d'expériences malheureuses ou heureuses. Il faut rappeler que les bipolaires sont très créatifs souvent, hein, ils créent énormément après des épisodes dépressifs, mais aussi après des épisodes maniaques. Parce que ce sont des expériences fortes qui mobilisent les émotions et qui, à partir ensuite d'un travail d'élaboration, de cristallisation d'abord et d'élaboration, va aboutir à un objet qui peut être une peinture, une sculpture, une œuvre écrite, ou chez ceux qui ont le talent de monsieur, une personnalisation d'un chant qui fait qu'on devient un interprète exceptionnel pour traduire les émotions qui sont incluses dans la création musicale. Et alors, est-ce que, puisque vous venez nous un peu analyser le chemin de la création, effectivement, de façon sur le champ psychiatrique, est-ce que chez le public qui reçoit cette œuvre, qui est faite justement de ces souffrances, de ce chemin-là, est-ce que quand on écoute Je me quitte pas, est-ce que ça peut faire du bien? Oui, parce que c'est quand même un partage. La création est un partage et qui permet de communiquer entre les hommes et les femmes dans les groupes, qui permet justement de faire ressentir en même temps une émotion à l'autre ou aux autres. Donc ce partage permet, avec l'individualité de chacun, tout d'un coup d'évoquer. Alors, dans le cas de Ne me quitte pas, on a tous eu des abandons. Et effectivement, les avoir en tête, ça peut rendre triste ou joyeux, en fonction de ce qu'on en a fait depuis. Mais clairement, c'est un moyen puissant, la création et l'œuvre créée est un moyen puissant d'évoquer et ensuite de partager. Et quand on partage, déjà, ça va mieux. Effectivement, il y a une façon de faire sortir de soi des choses qui
éventuellement peuvent être des abcès psychologiques dont on n'arrive pas à se débarrasser, comme des traumatismes par exemple. Et une fois que ça s'est ouvert, ça s'est verbalisé, ça s'est extériorisé, tout d'un coup il y a une espèce de capacité d'élaborer dessus et de repartir à neuf pour d'autres expériences. Est-ce que la culture, la création, l'art est aussi utilisé comme thérapie? Est-ce qu'il y a eu des expériences probantes qui continuent, qui sont confirmées aujourd'hui? On utilise la création, soit faire créer un patient, soit le mettre face à la création pour soigner ses bleus à l'âme, puisque c'est le thème du jour. Alors, la création artistique est utilisée dans les services de psychiatrie depuis très très longtemps comme non pas une thérapie occupationnelle, mais comme une façon pour les patients de créer quelque chose et de le partager. Et la création devient une sorte de médiateur qui permet au thérapeute d'intervenir, d'interagir et d'aider la personne qui a, parlons des enfants, le dessin de l'enfant, c'est un moyen d'accéder à sa façon de penser, à sa façon de réagir, à ses secrets, et de l'aider justement à en faire quelque chose qui lui permette de grandir. Et donc les services d'ergothérapie, on appelle ça, mais en réalité c'est des services de création artistique, musicale, faire quelque chose de ses mains ou d'un talent particulier qu'on peut avoir, c'est une façon soudain pour le patient qui est en crise, en difficulté, de se grandir, de sortir de lui-même, de communiquer avec les autres et donc de sortir de sa souffrance. Donc ça, effectivement, ça existe. C'est d'ailleurs un corps de métier très important et qui travaille justement à transformer, que ce soit la peinture ou la sculpture, et beaucoup d'autres choses dans la création, en moyens thérapeutiques, en levier thérapeutique pour aider un patient, alors avec l'apport des autres traitements qui sont nécessaires dans les pathologies graves. Et les bleus à l'âme ne nécessitent pas forcément des hospitalisations. Par contre, ils deviennent la matière de cette création et donc de cette médiation possible pour un traitement. Alors effectivement, avant l'hôpital, on peut aller au musée, on peut aller au cinéma, on peut aller écouter un concert. J'ai envie de vous demander, peut-être encore Dominique A, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous fait du bien? Pas qu'une, hein. Mais celle Dieu merci. Celle qui vous viendrait. Non, je ne veux pas en citer une parce que je trouve justement, non, mais c'est la multiplicité des œuvres justement qui fait, c'est un ensemble. J'ai un peu de mal avec aussi cette vision un peu messianique de l'œuvre, c'est-à-dire de l'œuvre qui va tout éclairer. Moi, je suis plutôt un partisan d'aller piocher des tas de choses chez dans des tas de disciplines. Donc, j'aime pas trop dresser comme ça, de mettre sur un piédestal une œuvre plus qu'une autre. Mais évidemment, moi je pense que par rapport justement à une expression artistique qui parle de choses assez profondes, qui peut s'avancer sur des terrains où on a l'impression que la mélancolie, le désespoir n'est jamais loin, je crois que pour bien les recevoir, il faut être soi-même assez pas structuré, mais que dans sa vie, ça aille bien pour bien les recevoir. Souvent, j'ai remarqué que les gens qui me renvoyaient le fait que, par exemple, ce que je fais, ce serait trop triste, etc., c'était souvent des gens qui me semblaient avoir des fêlures, alors c'était purement subjectif, c'était un regard, mais des fêlures qui n'avaient pas été en quelque sorte comblées. Et donc, toute création qui leur semblait triste les renvoyait à ces fêlures non comblées. Je pense que pour bien recevoir une œuvre, on va dire avec des vertus... des vertus mélancoliques, il faut soi-même avoir réglé certaines choses en soi pour bien les recevoir et les accaparer et en jouir aussi, en jouir. Alors une œuvre, qu'elle soit musicale, picturale, littéraire ou photographique, elle peut permettre de mettre des mots sur ces mots, justement MAUX, et aider les artistes à penser leur plaie, à se reconstruire. Mais au-delà des histoires personnelles, il y a aussi quelque chose de sociétal. Les artistes, on le sait, évidemment, mettent en lumière les problèmes de l'époque, de la société. Vous le chantez aussi. D'autres le peignent ou l'écrivent. Et là, j'ai envie de me tourner vers vous, Alexandre Lacroix. Donc, vous êtes philosophe, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, écrivain, évidemment, journaliste, ce qui n'est pas inintéressant, puisqu'il y a la question du regard sur la société. Est-ce que vous pensez que la création puisse nous apporter un regard nouveau, nous aider collectivement à traverser certaines épreuves et à affronter les défis de notre temps? J'ai envie de répondre en deux temps avant d'essayer d'imaginer si la création a une fonction sociale.
Une première chose, il y a une phrase d'Ernest Hemingway que j'aime bien qui dit « Écrire, c'est très facile. Il suffit de s'asseoir à sa table devant une machine à écrire et de saigner. » Alors, ce qu'on entend dans cette phrase, qui est extrêmement bien construite, c'est qu'il faut effectivement une sorte d'environnement calme. C'est ce que j'entendais dans la réponse de Dominica, c'est-à-dire une forme de neutralité, un lieu de travail, un établi, un atelier, un lieu où on est un peu protégé du chaos du monde et aussi on peut mettre en quelque sorte, entre parenthèses, son propre chaos intérieur. Donc il faut se mettre à sa table, au travail, face à une machine à écrire, dans le cas d'un auteur. On dirait face à un portable aujourd'hui. Mais quand même, il faut saigner. C'est-à-dire qu'il faut que quelque chose de l'ordre du contact avec la plaie ou la blessure s'établisse. Dans mon cas personnel, puisque là on peut parler d'expérience, c'est très difficile de généraliser sur ce genre de choses. Il est évident qu'une source extrêmement importante de tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, de tout ce que j'écris, c'est un deuil que j'ai vécu. J'ai perdu en fait mon père à l'âge de 11 ans, il était maniaco-dépressif, dans des circonstances très dures, il a mis fin à ses jours, et ça a complètement irrigué tout ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que la métaphore d'Hemingway sur le fait de saigner quand on écrit mélange un peu l'image de l'encre et l'image du sang, et au fond, il y a toujours un peu du sang de cette mort, métaphoriquement, qui coule dans tout ce que j'écris. Donc, il y a vraiment, et pour quelqu'un d'autre, c'est pour ça que c'est difficile de généraliser, la plaie, la blessure, la faille sera d'une autre nature. Donc la généralisation est difficile. Mais en tout cas, si ce contact ne s'établit pas avec quelque chose qui nous travaille sans relâche, avec un problème sans solution, alors il n'y a pas vraiment de moteur pour écrire. Il n'y a même pas de raison de le faire. Ça, c'est une réponse, vous voyez, qui n'est pas très sociologique. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que du côté de la philosophie, on vit une expérience thérapeutique, mais une expérience thérapeutique complètement différente de celle de la création. Le philosophe qui pensait que la philosophie était une thérapie, c'est Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Mais quand il parle de la philosophie comme thérapie, il en parle d'une manière assez étonnante, puisque le remède de la philosophie, dit-il, c'est la clarification conceptuelle. Vous voyez à quel point c'est décevant comme remède. C'est-à-dire que si vous entendez remède, vous vous dites, mais il va y avoir une prescription, une posologie, 3 conseils pour être heureux. Alors les charlatans proposent 3 conseils pour être heureux, mais les philosophes plus sérieux proposent de la clarification conceptuelle. Ça a l'air très mince, la clarification conceptuelle, mais en fait, quand on y réfléchit et qu'on prend un peu de recul, ça aide prodigieusement. Vous êtes noyé dans le langage. En fait, vous êtes noyé dans des mots qui véhiculent de la confusion et des affects. Le mot liberté, le mot désir, le mot amour, le mot tristesse. Tous ces mots-là, en fait, ces mots de la langue française qui vous traversent, vous polluent de leur halo, de leur flou, de leurs ambivalences. Et pratiquer la philosophie, c'est tout simplement clarifier le sens ou l'usage des mots. Ça a une vertu thérapeutique indirecte, pas tout à fait médicale, mais tout de même, pour ceux qui sont en bonne santé, qui n'ont pas besoin d'aller voir justement un médecin, ça permet de cheminer plus sereinement. Est-ce que, pour vous, le questionnement philosophique est une création? Ou seulement un questionnement? C'est comme si ça n'était pas la même partie du psychisme qui travaillait. Quand on raconte une histoire ou qu'on écrit un poème d'un côté et qu'on écrit un texte philosophique de l'autre. Je dirais que l'opposition, c'est que du côté de la philosophie, on travaille avec une matière première qui est d'ordre conceptuel, et donc la prose est argumentative et la phrase doit être aussi transparente que possible, dans le but d'obtenir cette dissipation des ténèbres. Je parlais de clarification, c'est la dissipation des ténèbres qui est recherchée. C'est une forme de clarté, mais une clarté un peu froide parce qu'elle est rationnelle. Et le complémentaire ou la complémentaire de cette clarté, c'est la dynamique des images en fait qu'on trouve dans la création. Je pense que le point commun à toutes les formes de création, c'est que on délaisse le domaine des concepts et on pense en images, ou on pense en mots, ou on pense en matière. Et alors là, tout d'un coup, il y a une autre aventure qui devient possible. Alors, vous parliez de clarification, il y a une autre manière de clarifier les choses, c'est l'histoire. C'est de regarder derrière pour pouvoir comprendre ce qu'on a devant nous. Alors, je me tourne évidemment vers vous, chère Laurence Bertrand d'Orléac, parce que vous êtes professeur d'histoire de l'art.
avant de diriger cette vénérable maison qu'est Sciences Po. Donc j'ai 2 questions pour vous. Déjà, est-ce que vous pensez quel est le rôle de l'art aujourd'hui dans la société? Est-ce que vous trouvez qu'il est en force ou est-ce qu'il trouvez qu'il n'est pas assez présent? Et puis, quelle est l'évolution comme ça, l'évolution, pour schématiser, sur le rôle que joue l'art dans la société, dans l'évolution individuelle et collective? Et puis, vous qui êtes entouré de jeunes gens, quel est le rapport de la jeunesse avec la création? Vous me posez une question très difficile parce que là, vous m'obligez à parler à la place des autres. C'est toujours très délicat. Mais disons que l'art a toujours une fonction, peut-être de ne servir à rien en apparence, et donc de servir à tout, c'est-à-dire au principal. Je crois qu'à l'échelle individuelle, le processus que nous sommes en train d'essayer les uns et les autres d'éclairer a toujours existé au fond, et je serais prête à dire, enfin pour une fois, à jouer les fakirs, en disant que ça existera toujours, sinon en fait l'humanité s'arrêterait, puisque de tous les temps on a essayé de donner une forme au fond au monde qui n'était pas le monde. Autrement dit, créer, en tout cas pour les artistes qui créent des formes, disons, dans l'espace, eh bien, il s'agit d'un monde qui rappelle le réel, qui est une traduction des réels, mais qui n'est pas le réel. C'est peut-être une chose qu'il faudrait rappeler aujourd'hui, qui n'est pas forcément compris, et ça donne lieu à beaucoup de malentendus, parce qu'il n'y a plus l'espace, disons, de ce qu'on pourrait appeler le symbolique, c'est-à-dire que quand on crée une image, par exemple, c'est une image, mais ça n'est pas la réalité, c'est autre chose. Et maintenant, je dirais qu'on a tendance à penser que cette image, c'est la réalité. Or, en fait, depuis toujours, et depuis les Grecs en particulier, c'était très simple chez les Grecs, il y avait le théâtre, qui, en fait, permettait de faire catharsis, c'est-à-dire qu'au théâtre, on racontait des histoires terribles pour qu'elles n'arrivent pas. Et je crois qu'en art, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, c'est-à-dire on donne une forme aussi, soit pour parler d'événements qui sont terribles, et d'une certaine manière, non pas du tout pour les éviter, puisqu'ils ont eu lieu, mais pour les réparer. Et aussi, on se projette sans doute, et quand on imagine des histoires terribles visuellement, c'est pour qu'elles ne se produisent pas. Il y a ce double mouvement, en fait, de réparation et de projection dans l'avenir pour permettre, justement, pour nous permettre d'échapper au pire. Et si l'art cessait, et parfois il cesse, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a une place, mais on l'a vu pendant la pandémie, par exemple, ça n'était pas jugé comme une chose essentielle, comme un bien essentiel. Et ça a été contesté à la fois par des artistes, par des directions, par des directeurs ou des directrices de salles, de musées, etc. Et donc, effectivement, pour un certain nombre de personnes, c'est essentiel. Et pour moi, bien sûr, c'est essentiel. Je ne pourrais pas vivre sans l'intercession des artistes, disons. Nous avions accès à la coiffure, mais pas à la culture, effectivement, pendant cette période à laquelle vous faites écho. Est-ce que, chère madame, en tant qu'historienne, quand même, on peut imaginer que les 20 dernières années qu'on vient de traverser, est-ce qu'il y a une particularité, justement, vous qui êtes historienne de l'art, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un mouvement justement dans ce processus de création? Alors on parlait de l'introspection, des Bleus à l'âme qui ont suscité beaucoup d'œuvres. On sait qu'aujourd'hui les canaux pour transmettre la culture sont très différents. Évidemment, le monde s'est digitalisé. Est-ce que vous constatez quelque chose de très particulier sur ce début du XXIe siècle? La chose particulière, c'est que les médias ont changé. J'ai organisé une exposition avec Jérôme Neutre au Grand Palais qui s'appelait Artistes et robots, où en fait nous présentions des œuvres qui étaient créées par des robots artistes, ou des artistes robots, comme vous voulez, mais qui étaient évidemment actionnés par des artistes, qui étaient disons, dirigés par des artistes. Et donc, c'était un autre médium. On n'avait jamais vu autant de robots créés au Grand Palais. En général, on voit des œuvres plus
plus statique, disons, et moins bêtisière. D'ailleurs, j'ai jamais eu autant de problèmes techniques dans une exposition parce que les robots artistes font beaucoup de bêtises. Donc, les médias, disons, seront différents. Mais ça ne change pas, disons, fondamentalement la raison d'être et la raison d'agir des artistes, je crois. Je pense que ça modifie les formes, en effet, mais en réalité, je crois que l'envie est toujours la même. Enfin, et le besoin est toujours le même. Alors, le besoin de culture, de création, d'œuvre est toujours le même, vous nous le rappelez, on est bien d'accord, et j'ai envie de me tourner à nouveau, avant de m'adresser aux étudiants, vers vous, professeur. On a parlé beaucoup pendant les 2 années qu'on vient de traverser de santé mentale. Beaucoup de gens se sont retrouvés seuls, ou en tout cas isolés, et la culture a été quand même une ressource. Plus que jamais, on a écouté de la musique, regardé des films, lu des livres, même acheté des journaux. Moi qui suis journaliste, je peux vous dire qu'on en a vendu pas mal pendant cette période-là. Et puis ça a mis en lumière effectivement cette question de la santé mentale avec un tabou, et puis on ne parlait pas tant que ça aujourd'hui. Aujourd'hui on en parle plus facilement. Est-ce que vous trouvez que sur ça on a progressé? En fait, ça a mis en lumière quand même des réalités difficiles, et puis que la création nous a permis, en tout cas l'art, de tenir le coup. Alors, heureusement, la lecture, regarder des vidéos, éventuellement créer, parce que tout un chacun a un talent d'écriture, de peinture, de faire quelque chose de ses mains. Ça s'est certainement développé, mais ça n'a pas suffi clairement comme thérapeutique des conséquences du stress et des méfaits du confinement. Et ça, c'est peut-être intéressant parce que pour que l'art apporte vraiment à celui qui crée et à celui qui regarde la création, il faut que ce soit partagé. Et je crois que cette expérience assez traumatique pour beaucoup de gens et qui entraîne en effet chez les jeunes énormément de dépression, énormément de décompensation de différentes pathologies anxieuses ou autres, va se traduire après coup par une remémoration d'une expérience forte dont chacun va pouvoir tirer la substantifique moelle d'une création et de quelque chose qui va peut-être devenir un mouvement d'une époque, puisqu'on a vécu collectivement tous ces événements-là. Et donc oui, la création artistique chez chacun ou la culture a servi, j'allais dire, de baume pour atténuer les maux du confinement et du stress que représente l'épidémie, qui est quand même un stress effrayant de quelque chose qui vient de l'extérieur, qu'on ne connaît pas, contre lequel l'humanité n'a pas encore produit les armes efficaces, donc qui menace tout le monde. Et donc une angoisse en particulier importante pour ceux qui sont dans des transitions de vie, comme le sont en particulier les adolescents, et on en voit actuellement les conséquences. Alors je ne vous parlerai pas de la grande misère de la psychiatrie pour essayer de s'organiser en face de ce problème de santé publique, mais c'est un vrai sujet d'actualité dont j'espère que nos politiques vont s'emparer rapidement. Et donc pour vous répondre, je crois qu'en plus, j'allais dire, de cultiver son goût pour les arts, il faut pouvoir, je dirais, rester au contact de la vie pour que ça soit une fécondation mutuelle de l'expérience de la beauté ou du plaisir ressenti à contempler l'art, et en même temps le plaisir de le partager qui est indispensable, quels que soient les arts. Alors on parlait des jeunes, effectivement, impactés, de la jeunesse impactée pendant cette période difficile, mais très vivante, la preuve ici. On a un panel de trois étudiants qui ont préparé des questions. Alors vous allez nous exposer chacun votre question, et puis après je ferai circuler la parole. On verra qui veut répondre. Je vous en prie, allez-y. Bonjour à vous quatre, bonjour. Merci pour ce débat qui était très riche. Donc, je m'appelle Judith Mazerolles, je suis étudiante à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et j'étudie notamment l'utilisation de la création contemporaine en Chine comme outil politique et outil nationaliste. J'ai trouvé le débat très riche et je voulais rebondir peut-être sur l'intervention de M. Lacroix, car vous disiez que l'expérience de la blessure permet donc la création. Et à cet égard, qu'en est-il de la place de l'artiste
Est-il un être isolé socialement ou, alors que paradoxalement, il peint justement l'actualité et la contemporanéité. Alors on va prendre les questions suivantes et puis après on reviendra, Judith, à votre question. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Ombeline de France. J'étudie la philosophie contemporaine et les beaux-arts, donc plus précisément la peinture. Et ma question s'intéresse aux gestes de création artistique conçus comme relation, intention et peut-être même aussi intentionnalité. En l'occurrence, on peut concevoir le fait de créer comme un geste très intense de tentative de tirer hors de soi une substance parfois imprécise ou en tout cas dont on essaye de ciseler les contours formellement, mais ça touche toujours un espace intime qui peut être une pensée, un souvenir, bref, un fort intérieur, qui peut s'exprimer davantage dans la sphère sensible, ou en tout cas la sensualité, davantage que l'expression articulée. Et donc, ma question, c'est, quand on cherche à creuser autant en soi, comme pour creuser un tunnel vers les autres, c'est un peu un risque, en tout cas un geste risqué, qui oscille entre la justesse de l'expression, ce qu'on cherche à partager avec les autres, et l'incommunicabilité justement de ce qu'on cherche à exprimer. Merci, vaste sujet. Et je vais prendre la troisième question, jeune homme. Alors moi, ma question est un peu plus simple. Excuse-moi. Moi, je me demandais tout simplement si en fait, une si belle interprétation de ces angoisses, de ces névroses, de ces douleurs, ça révèle pas au final une aisance intellectuelle, un bien-être chez les artistes qui exploitent ce thème de la mélancolie, etc. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors on va revenir à votre question, Judith. Effectivement, j'essaie de synthétiser vos pensées si pointues. Vous parlez de la blessure qui permet la création et vous posez cette question de l'artiste est-il finalement isolé socialement alors que paradoxalement, si je synthétise bien, paradoxalement, il s'adresse à l'autre. Alors on revient à la fonction finalement sociale de l'artiste. Donc j'ai envie de vous poser la question d'abord à vous, Alexandre Lacroix. Qu'est-ce que vous répondriez à Judith sur cette question de l'artiste paradoxalement isolé et qui cherche à parler aux plus nombreux? Moi j'ai compris la question de Judith comme étant une question autour du jeu et du on. C'est-à-dire que l'artiste prétend parler à la première personne du singulier, ou en tout cas créer à la première personne du singulier. Et de quelle manière va-t-il pouvoir s'adresser au groupe, au reste de la société, au on, et puiser dans sa propre subjectivité les moyens d'un partage ou d'une communion? Moi, c'est comme ça que j'ai entendu la question. Et je dirais que là, il y a deux démarches qui sont complètement différentes. Il y a deux moyens d'atteindre le on. Lorsqu'on est un jeu, il y a un moyen superficiel et un moyen profond. Le moyen superficiel, c'est de parler le langage de la communication. En fait, d'employer ce que les politiciens qui excellent à le faire utilisent des éléments de langage, un peu du préfabriqué. Des mots passe-partout, des phrases passe-partout, du déjà pensé, du déjà vu. Ce langage de la communication, il est prodigieusement efficace, il est utilisé par la politique, par le marketing, par le journalisme, pour une large part, et c'est un langage de surface. C'est la meilleure manière d'accéder au on, puisque en fait, le jeu, dans ce cas-là, se situe en très grande proximité avec le on. Vous voyez ? Et puis, il y a une autre manière dans la création artistique qui est plus ambitieuse et plus dangereuse. C'est l'idée que je vais retrouver les autres quand j'aurai creusé au maximum ma singularité, ou ma vulnérabilité, ou mon originalité. C'est-à-dire en allant au fond de ma différence ou de ma déviance, ou de mes désirs les plus étranges, ou de mes cauchemars, ou de mes rêves les plus enfouis, en exposant mes secrets, je vais retrouver tout le monde. Alors, vous voyez bien que là, il y a un pari. Il y a un risque de se mettre à devenir hermétique, incompréhensible, ou alors de produire quelque chose qui est complètement inintéressant, un peu comme les récits de rêve. Si vous vous réveillez le matin et quelqu'un vous raconte son rêve, bon, vous pouvez penser à autre chose pendant 5 minutes, ce sera terriblement ennuyeux, ça vaut à peine le coup d'être écouté. Non, j'exagère à peine.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un risque que cette plongée dans la singularité, vous n'en reveniez pas avec quelque chose que vous pouvez partager. Mais ce risque existe, et néanmoins, il me semble que quand on y parvient, c'est-à-dire quand on va jusqu'au bout de sa singularité, c'est là qu'on peut établir en fait la communication la plus profonde. Il faudrait presque parler de communion et pas de communication, pour ne pas utiliser ici un terme galvaudé. Je me tourne vers vous, professeur Alhilaire, puisqu'on parle du jeu, on parle du on. C'est aussi, en dehors de la création, au-delà de la création, quand même une sorte de défi permanent qu'on a tous, de passer du jeu au on et inversement, d'être jeu dans le on et de jouer avec le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que psychiatre ? Moi, je réagirais en partant de la blessure. Une blessure, on peut en faire beaucoup de choses. On peut la gratter pour la faire saigner et montrer à tout le monde qu'on souffre. Et l'exprimer de façon juste ou de façon artificielle. Mais aussi, on peut, j'allais dire, prendre la mesure de ce que c'est que d'avoir un corps blessé et tout d'un coup découvrir tout un continent qui est celui de la subjectivité corporelle et de cette découverte faire une création, à condition de pouvoir la formaliser et la formuler d'une façon et dans un langage qui soit accessible aux autres. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de la soigner. Autrement dit, de constater que le corps humain et l'âme humaine sont des organismes vivants qui peuvent subir des altérations et qu'avec des éléments de volonté, des éléments d'imagination, eh bien, on peut les soigner, on peut en faire quelque chose. Et je dirais que la psychothérapie, ça sert à ça. Ça sert justement à faire apparaître chez la personne blessée les potentialités qu'il va découvrir en cours de route pour aider cette cicatrice à blesser et peut-être de s'en servir ensuite comme un souvenir, comme une sensation, comme une expérience qui va lui permettre de raconter aux autres et de faire découvrir aux autres quelque chose qu'ils n'auront pas vécu, mais qui sera partagé plus largement et donc qui deviendra une œuvre de contemplation, de réflexion pour l'ensemble, donc un objet culturel. J'ai envie, merci professeur, j'ai envie de m'attarder encore un peu sur la réflexion de Judith, en me tournant vers vous, Dominique A. Quel sentiment formidable donc, quand le jeu devient le on, quand votre chanson rencontre le public, quand votre blessure devient une joie collective, ou en tout cas une émotion collective. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, je crois, mais avec vous, ça marche bien quand même. Qu'est-ce qu'on ressent quand on parvient à ça, quand c'est ce miracle prodigieux de l'art qui rencontre son public ? Ça se produit souvent par rapport à des moments, des créations sur lesquelles on n'avait pas misé justement pour accéder à cette espèce de communion dont vous parlez. Donc c'est toujours un peu déstabilisant. Et après, je dirais que évidemment que le but, c'est le partage. Mais en même temps, l'artiste, au départ, il est dans une démarche complètement à la fois contradictoire, puisqu'il s'extrait en quelque sorte du jeu social pour se réintégrer au mieux, pour justement trouver une place par rapport auquel il peut aller vers les autres. Donc c'est un drôle de mouvement, en fait, où à la fois on revendique une singularité, donc une volonté de s'extraire des autres, et en même temps, on sait que la réception des autres va nous permettre de réintégrer, si j'ose dire, le jeu social. Donc ça se produit avec des choses, oui, des fois, des créations. On ne peut pas... je sais qu'il y a des gens qui peuvent très bien fonctionner, des artistes, en essayant de travailler sur les plus petits dénominateurs communs pour accéder à l'attention des autres. Mais moi, j'ai remarqué, pour parler de mon cas, hein, que souvent, ce n'était pas avec ce sur quoi j'aurais misé, que j'allais... donc il y a toujours un trouble. Il y a toujours un trouble. C'est-à-dire qu'il y a forcément... on communique, on partage, mais on ne va pas forcément se retrouver sur les mêmes choses entre l'émetteur, je dirais, et le récepteur. Et c'est un trouble aussi qui, pour moi, fait partie de l'intérêt de produire une œuvre. Et enfin... Madame Bertrand d'Orléac, j'ai envie de vous interroger sur le mouvement historique, puisqu'on parle d'isolement de l'artiste qui éventuellement ne rencontre pas forcément le collectif, mais il y a aussi des périodes de l'histoire, les plus sombres, où on coupe ce chemin et où les gouvernements ou les autorités, la première chose qu'ils font, c'est d'éviter que l'expression de l'artiste devienne collective, et justement d'isoler l'artiste, c'est presque une volonté politique.
Peut-être que c'est parce qu'ils savent que ce qui se dit en art est important, et le plus important, et donc ça leur fait peur. Pourquoi ? C'est curieux parce que c'est un sociologue, Bourdieu, qui est réputé justement pour parler plutôt de la réception de tous, qui a dit quelque chose qui me semble très juste dans son dernier cours sur Manet. Il a dit, au fond, un artiste, c'est quelqu'un qui s'adresse depuis son inconscient à d'autres inconscients. On pourrait rajouter qu'il s'adresse aussi depuis son conscient, mais c'est peut-être moins intéressant. Comme on ne sait pas énormément de choses de l'inconscient, ça échappe, forcément, ça échappe beaucoup. Et ça, c'est une chose insupportable, puisque vous faites allusion sans doute à des régimes totalitaires. Et par définition, le totalitarisme, c'est le lieu où on a besoin d'aller jusque dans la sphère intime, jusque dans la tête des gens. Et ça, c'est très compliqué. Heureusement, c'est très, très compliqué. On ne peut pas empêcher les gens, au fond, de rêver, de continuer à rêver et d'avoir un inconscient. Il faudrait tuer l'inconscient pour tuer l'art, au fond. Et ça, c'est difficile. Vous parliez de la Chine, et je me souviens de quelque chose qui m'a beaucoup éclairé. Ça vient d'un critique qui s'appelle Fade Away, qui est un des plus grands critiques chinois, qui est d'ailleurs franco-chinois, puisqu'il a passé, après Tiananmen, une partie de sa vie en France. Il est revenu en Chine, où il travaille, enfin, il continue à faire le voyage. Et il m'a dit, en fait, un jour, dans les périodes vraiment très difficiles, il a écouté du Beethoven. Et il m'a dit, c'est la première fois que j'avais l'impression, en fait, qu'une musique avait été faite pour moi, seulement pour moi. C'est très beau. Alors on va venir à la question de Omblin, que je vais essayer de synthétiser. Vous parliez des gestes de création comme une intention, la tentative de tirer de soi, de tirer hors de soi un espace intime, creuser en soi, et finalement avec le risque d'être quelque part entre la justesse et l'expression, ou alors au contraire l'injustesse et l'expression de son émotion. Peut-être qu'on peut demander déjà au professeur Alilaire si c'est risqué d'aller creuser en soi. C'est un risque qui mérite d'être couru, parce que ça permet d'éviter de rester superficiel. Et donc l'introspection, puisque ça fait partie du titre, c'est une vieille histoire dans l'humanité, puisque tous les gens qui réfléchissaient, qui pensaient, et qui ensuite transmettaient leurs pensées, c'était en général le résultat de leur introspection et de leur expérience personnelle, mise en forme, avec tout ce qu'elle avait d'original et de singulier aussi, pour reprendre le mot qui était utilisé par le philosophe tout à l'heure. Ce qu'a apporté peut-être le 19e siècle et le 20e siècle avec la psychanalyse, c'est que l'introspection ne suffit pas pour explorer l'inconscient. Et que le dispositif de la cure psychanalytique permet justement d'amener le sujet à se regarder, penser et associer et à découvrir des choses étranges qu'il n'avait pas soupçonnées dans sa façon de réfléchir, et donc de creuser quelque chose, et de permettre aux thérapeutes, qu'ils soient psychanalystes ou autres d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être allongé sur un divan pour ça, de permettre aux thérapeutes d'aider l'individu à creuser en lui et à découvrir des continents dont il ne se sert pas consciemment au jour le jour. Il est clair que pour l'artiste, puiser dans son inconscient, c'est essentiel. Alors, l'inconscient des artistes, c'est un vaste sujet, parce que l'inconscient de Camille Claudel, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est une sculptrice absolument géniale, qui a fini à l'hôpital psychiatrique, n'est pas l'inconscient de Victor Hugo, le grand poète. Et pour venir à Camille Claudel, et pour répondre à votre question, voilà quelqu'un qui a creusé dans son inconscient et dans sa vie la matière de ses œuvres, puisque vous savez qu'elle a été l'élève de Rodin. Elle a beaucoup appris de Rodin, mais elle avait déjà sa patte à elle, sa manière à elle. D'ailleurs, elle sculptait le marbre, ce qui était très rare chez les femmes à cette époque-là, même s'il y avait un mouvement de sculptrices tout à fait extraordinaire à la fin du XIXe siècle. Et c'est à la suite de sa rupture avec Rodin qu'elle a produit ses plus grandes œuvres, l'Implorante, le Dieu envolé, qui est vraiment la figuration sculptée de façon incroyablement vivante de son attitude et de sa passion pour Rodin,
de sa passion déchue et du déchirement qu'elle a vécu. Et ça, il suffit de regarder l'œuvre, on va au musée Rodin ou dans beaucoup de musées du monde maintenant, on voit ce drame passionnel de l'artiste qui est représenté directement. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul Claudel a écrit quand il a parlé de sa sœur. Alors peut-être, cher Dominique A, la question effectivement de creuser en soi, d'aller chercher dans un espace intime, mais il y a une autre option aussi pour faire une chanson, c'est regarder à l'extérieur de soi et de regarder la société. Alors vous faites un peu les deux, vous faites très bien les deux. Est-ce qu'on peut mêler les deux, l'intime et le sociétal? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Est-ce que c'est le tréfonds de votre âme ou c'est le spectacle désolant de l'époque parfois? Le tréfonds de mon âme, je ne le connais pas. Non, le truc en fait, l'image de l'introspection, du fait d'aller creuser très profondément en soi, en fait, moi je me dis, plus on va au centre de la Terre, plus le magma est proche et on a des chances de roussir, quoi, à ce moment-là. Et j'ai l'impression que la création, c'est moins d'aller... Alors c'est une vision que j'ai, hein, c'est pas forcément plus profond, mais peut-être de trouver tout simplement le bon embranchement dans la mine. C'est-à-dire... Vous pouvez aller profond et puis ça ne marche pas, vous prenez une autre direction et c'est ça pour moi la création, plus que d'aller toujours plus loin et d'aller absolument retirer des choses qui sont uniquement douloureuses en fait. Il faut, je pense que... Et pour répondre à votre question, j'ai l'impression qu'on ne peut parler bien du sociétal que si on prend comme point de départ sa propre expérience. Après c'est toujours risqué le discours des artistes sur la société, moi je le trouve toujours... très risqué, nécessaire à la fois, parce que c'est vrai que c'est d'autres façons de penser, c'est d'autres discours, en même temps qui sont souvent, des fois, empreints de caricature, de volonté d'autoglorification. Donc, je suis un peu circonspect par rapport à ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que moi je suis aventuré sur des terrains un peu sociétaux, c'était comme une forme d'urgence, de nécessité, mais qu'il n'y avait pas, que ça ne devait pas être le nerf de ma guerre, si j'ose dire. Que Pas de chanson sur Zemmour en prévision. Non, aucune. Je me tourne vers le philosophe maintenant peut-être. Cher Alexandre Lacroix, je te rappelle que vous dirigez Philosophie Magazine. Est-ce que la question d'Omblin vous donne envie de répondre quelque chose? Bon, la question était de savoir ce qui se passait quand on creusait en soi ou comment creuser en soi. J'ai entendu deux réponses, enfin deux dispositifs qui semblent permettre de creuser en soi-même. Il y a un dispositif de type thérapeutique. On a parlé de la psychanalyse, de la place du thérapeute et d'une forme de libération de la parole. Un autre dispositif qui a l'air d'être celui de la création. J'aurais voulu ajouter une troisième proposition qui consiste tout simplement à quitter l'espace social et aller dans la nature. C'est quelque chose d'assez simple, c'est tout à fait en lien avec les blessures. Il y a un très beau passage dans le De l'amour de Stendhal où il dit quand on souffre d'un chagrin d'amour, tout a l'air perdu, en fait c'est terrible. En fait, Stendhal donne plusieurs conseils. Il donne un premier conseil, il dit de boire du champagne en bonne compagnie. Donc, ce n'est pas un conseil à négliger, mais ce n'est pas là que je veux en venir. L'autre conseil qu'il donne, c'est d'essayer d'aller auprès d'un beau paysage, d'aller se retrouver, par exemple, sur un bord de mer. Et il me semble que quand on parle d'introspection, il est toujours intéressant de se demander ce qu'on a autour de soi ou en face de soi. Est-ce qu'on est face à un miroir? Est-ce qu'on est face à un ouvrage? Par exemple, le cas du miroir, ça me semble être vraiment le pire. C'est-à-dire l'introspection de type nombriliste. Face à un ouvrage, ça me semble beaucoup plus intéressant. C'est la démarche du créateur. Face à un thérapeute, ça peut pour certains porter ses fruits. Et puis, face à un paysage, face à la nature, il se produit quelque chose d'assez vertigineux. Si, par exemple, je regarde la mer ou si je regarde le ciel étoilé, il y a une sorte de vertige métaphysique parce que j'appartiens moi-même à la nature. Et donc, je fais partie du paysage, je suis un morceau de cet univers, et on pourrait même dire que l'univers, à travers moi, se regarde lui-même. Puisqu'il y a le ciel étoilé d'un côté, et puis de l'autre, il y a moi qui suis conscient du ciel étoilé. Vous voyez, donc il y a une sorte de double miracle en regard. Il y a le miracle de cette pluralité d'étoiles, et puis le miracle d'une conscience qui les observe, qui les contemple. Alors voilà, cette dernière voie sur l'introspection me paraît être une des voies qui permet d'éviter de sombrer dans la folie, puisque c'était ça la question d'Omblin. Si on creuse, si on fait de l'introspection, comment on fait pour ne pas sombrer? Eh bien, peut-être que ça dépend de ce qu'on met en face de soi. Et je dirais que la thérapie, pourquoi pas, mais l'ouvrage ou le paysage naturel
sont de bonnes entités à avoir en face de soi quand on veut mener une introspection. Alors, je me tourne vers vous, jeune homme, une question optimiste, qui, si je me souviens bien, vous posiez la question, vous nous posiez la question de savoir si peut-être la capacité de pouvoir interpréter ces souffrances, de pouvoir faire quelque chose de ces bleus à l'âme, puisque c'est l'intitulé de notre rencontre, ne traduit pas, au contraire, une aisance, un bien-être, une bonne santé. On commence peut-être par le psychiatre, cher professeur. Finalement, dire ce qui ne va pas, c'est aller bien. Je ne suis pas sûr de très bien saisir cette question. Vous faites semblant. La capacité d'interpréter ces souffrances, je crois qu'on interprète tout ce qu'on vit, quelque expérience que ce soit, dont les souffrances, avec un point de vue subjectif qui est lié aux expériences antérieures, à l'enfance, à des préjugés qu'on partage avec la société de son temps, avec ses parents, avec des autorités morales. Et donc, on interprète avec tout ça. Je crois que là où ça peut aider, c'est justement de prendre des distances avec tous ces systèmes d'interprétation et faire travailler son propre moi pour intégrer l'expérience. Et ça, c'est un travail d'élaboration personnelle qu'effectivement, ceux qui sont capables de le faire, ils ont un atout considérable. C'est-à-dire ils ont une capacité de se regarder, de réfléchir avec des mots, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, et donc d'en faire quelque chose qui va être soit une autothérapeutique, soit éventuellement une création qu'il va partager avec d'autres. Voilà, alors moi j'ai envie de relier ça avec la science. C'est-à-dire le savoir scientifique est un savoir acquis par l'ensemble de la communauté, de la civilisation telle qu'elle se développe. Elle donne des moyens, j'allais dire, détachés des préjugés et qui permettent de se servir d'un certain nombre de concepts. On parlait des concepts tout à l'heure, mais moi je trouve que les concepts, c'est aussi une création des philosophes. Et ça peut beaucoup servir. Et d'ailleurs, il y a des époques où il y a des concepts qui ont une vogue énorme. Je crois que c'est Deleuze qui parlait de la création des concepts, et je le rejoindrai assez là-dessus. C'est vraiment une création au même titre qu'une création artistique, c'est-à-dire un assemblage d'intuitions qui tout d'un coup permet à des gens de saisir avec des mots des situations qui n'étaient pas claires jusque-là. Et donc, je crois que le savoir scientifique, quand on arrive à l'utiliser de façon, je dirais, relativement objectivée, permet, je crois, aussi de donner une force considérable à l'individu. Et peut-être pour conclure sur cette question, Laurence Bertrand-Dolarac, est-ce qu'une société où les artistes parviennent à dire leurs mots, MAUX, MOT, comme vous voulez, est-ce que c'est finalement une société qui ne va pas si mal, pas si bien, pardon, pas si bien dans l'histoire de l'art? Oui, ça rejoint en fait votre remarque. Je pense à Paul Klee qui, après le suicide de son très grand ami et poète Trakl en 1914, dit en fait « Je me suis réfugié dans la partie joyeuse de mon être ». Je pense que c'est la chose la plus juste que je n'ai jamais lue sur la création, c'est-à-dire que quand on va trop mal, on ne peut pas créer. Si une société va très mal, je pense qu'elle continue d'une certaine manière à créer, mais en off, c'est-à-dire vraiment dans les souterrains de l'histoire. Quand une société va mieux, en fait, elle dit qu'elle crée et on peut voir les créations. J'ai essayé de faire dans mon exposition L'art en guerre, justement, tout ce qui se passait dans les camps, dans les prisons, dans les appartements, dans les ateliers, dans le secret. Et il se passait énormément de choses et c'est une vue, en fait, très différente de ce qui se passait, disons, au grand jour. Donc je crois qu'il faut toujours regarder là, finalement, et la création, de façon générale, tous les arts, pour voir si une société va bien ou non. Et je dirais pour voir aussi si quelqu'un va bien ou non. Et je vous rejoins en disant, après tout, si un artiste peut puiser en lui pour créer, en fait, c'est que ça va déjà mieux. Parce que je ne suis pas sûre qu'au plus fort du mal, il arrive à créer, en fait. C'est Nietzsche qui disait, il faut beaucoup de chaos en soi pour accoucher d'une étoile filante. Enfin, je m'excuse parce que qui danse. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même cette énergie-là. Et en fait, quand on l'a, en réalité,
le malheur est déjà écarté. Enfin, le grand malheur est écarté. Et pour une société, il me semble que finalement, c'est la même chose. S'il y a encore de l'art, le malheur est en partie au moins écarté. Merci mille fois. C'est l'heure de se tourner vers le public extrêmement nombreux, que je remercie encore une fois de s'être déplacé jusqu'ici, jusqu'à nous. Alors, madame, peut-être vous pouvez commencer. Merci. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Oui, alors je ne suis pas très grande, je fais la même taille assise que debout, mais c'est pas grave. Oui, moi je suis comédienne humoriste, également auteure et praticienne en psychologie positive. Et on dit que le bonheur n'est pas une destination, mais que le bonheur c'est le chemin. Finalement, est-ce que c'est l'œuvre créée qui est thérapeutique, ou bien est-ce que c'est l'action de créer qui fait thérapie? Finalement, qui de l'œuf ou de la poule? Alors, qui s'y colle? Le psychiatre, peut-être, déjà, cher professeur Alizer. D'abord, je vous félicite d'être humoriste parce que le rire est vraiment une thérapeutique et on en a énormément besoin. Alors maintenant, le bonheur et le chemin, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand même à quelque chose, c'est les artistes ne sont jamais satisfaits de leurs œuvres. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ne finissent jamais parce que ça ne leur plaît pas. Et pourtant, ce sont des chefs-d'œuvre. Donc, c'est le chemin, mais il y a beaucoup d'achoppements. Alors, une fois que l'œuvre est aboutie, où l'artiste a transmis vraiment ce qu'il voulait montrer, or, l'artiste, c'est quand même quelqu'un qui crée des objets que personne n'a jamais vus, qui transmettent autour d'eux un monde totalement inconnu pour ce monde. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a une prime de curiosité, il y a tout d'un coup une intuition de quelque chose qui peut être beau, qui peut être nouveau, qui peut être très attirant. Et quand c'est contagieux dans le public, je pense que l'artiste est quand même très content, très satisfait. Et les grands artistes reconnus, je crois, vivent quand même, j'allais dire, ce double mouvement, à la fois d'une douleur de créer, parce que je crois que c'est un travail considérable, à partir quand même d'un talent personnel très travaillé, très occupé, et puis d'une capacité à laisser cristalliser en soi les acquis cognitifs, émotionnels, environnementaux, et d'en faire un tout qui représente un travail, mais exaltant pour eux. Et une fois qu'ils ont réussi à transmettre ce qu'ils voulaient expliquer, je crois que c'est la consécration pour un artiste. Mais enfin, c'est un phénomène rare. Merci. Question suivante, peut-être? N'hésitez pas, allez-y. Je crois qu'il y a un jeune homme là qui veut poser une question. Levez-vous, merci. Alors moi, c'est une question à poser à Monsieur Lacroix. Tout à l'heure, vous avez utilisé les thèmes qu'emploie sur la théorie du bonheur Platon et celle de Spinoza. Sur Platon, vous savez, amour est égal à désir, est égal à un manque, et qui vient en une souffrance. Du coup, on est en réalité jamais heureux. Mais entre Spinoza et Platon, quelle théorie préférez-vous utiliser dans la vie de tous les jours? C'est simple, c'est la jeunesse. Spinoza. Non, l'opposition, enfin, il y avait beaucoup de choses dans la question et je ne vais pas faire un cours de philo complet sur Spinoza, Platon et les autres. Je dirais que ce qui est en jeu ici et qui était aussi en jeu dans la question précédente, c'est peut-être la question de la définition du bonheur. Là, je vais risquer un avis peut-être un peu personnel, mais il me semble que beaucoup de philosophes ont voulu faire du bonheur le souverain bien. Et même au début de l'éthique à Nicomaque, Aristote nous dit qu'il n'y a de philosophie morale que visant le bonheur. En fait, que ce serait la destination finale ou le souverain bien recherché par tous. J'ai un doute là-dessus, parce qu'il me semble qu'il n'est pas dans la nature du bonheur qu'on puisse en faire un objectif ou un but ou une finalité. On peut essayer de réunir autour de soi les conditions propices au bonheur,
mais on ne peut pas décréter le bonheur. On en fait tous l'expérience, prenons un sujet joyeux. En vacances, vous réservez, je ne sais pas, un chalet à la montagne, bientôt approchent les vacances de Noël, dans un endroit qui vous plaît, vous vous dites que ça va être merveilleux, vous réunissez des bons amis, puis vous arrivez, la chasse d'eau est cassée, il n'y a pas de plombier disponible, le propriétaire est par là, c'est un Airbnb, les gens sur Airbnb ne répondent pas. Ça devient une catastrophe, les enfants il y en a un qui s'est tombé pendant ce temps-là dans la cour, qui s'est cassé la jambe, vous devez l'amener à l'hôpital. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez rien fait de faux, seulement vous aviez préparé un ensemble, un dispositif qui semblait être tout à fait propice à la survenue du bonheur, et puis ça ne vient pas. Et puis tout à fait à l'inverse, il va pouvoir vous arriver au sortir de, je sais pas, du métro ou d'un bus, ou même le lundi quand vous allez travailler, si ça arrive, d'avoir une sorte de bouffée de bonheur comme d'une apesanteur. La définition la plus correcte du bonheur, me semble-t-il, même philosophiquement, on peut la trouver chez Nicolas Bouvier, par exemple, dans l'usage du monde, quand il raconte qu'il a eu une bouffée de bonheur, un état d'apesanteur, qu'il a tout simplement après une panne de voiture, où il est au fin fond de l'est de la Turquie, près d'Erzurum, et puis le soleil se lève, et là c'est un moment de bonheur. Ça veut dire que le bonheur, dans ce cas-là, il nous visite, c'est un peu un passager clandestin de nos existences, c'est-à-dire qu'il est dans la cale du bateau, et puis de temps en temps il vient faire un tour sur le pont, mais il ne prévient pas. Et donc, en faire un but ou une destination, comme semble le dire Aristote, une destination pour la rationalité ou pour la volonté, ça me paraît se méprendre sur la question du bonheur. Merci beaucoup. Question suivante. Oui, madame. Est-ce qu'on peut apporter un micro à madame? Merci. Je vous en prie, on vous écoute. J'avais juste une interrogation. En fait, quelque chose qui m'interroge, c'est l'artiste qui crée. Je vais raccourcir, mais pardon d'avance si c'est pas très Prenez clair. votre temps. L'artiste qui crée, c'est plus ou moins pour traiter ses bleus à l'âme, mais c'est pas suffisant puisqu'il a besoin de rencontrer son public, si j'entends bien. Enfin, un artiste qui crée mais qui n'arrive pas à rencontrer son public, vous évoquiez tout à l'heure la nécessité du partage. C'est à un moment donné, il faut que, enfin, en tous les cas, il y a quelque chose, un artiste qui n'arrive pas à rencontrer son public. Comment ça se passe et inversement, le public, pourquoi est-ce que le public a besoin des artistes? En fait, je me disais, est-ce que c'est des pansements à l'âme? Qu'est-ce qui fait que le public a besoin, à un moment donné, de l'artiste? Voilà, c'était une espèce de réflexion sur. Enfin, et j'aimerais vous entendre. On peut poser la question à Dominique A. Est-ce que la création, est-ce qu'écrire une chanson, est-ce que pousser des paroles sur une feuille, c'est forcément dans l'objectif d'une rencontre avec un public, où il existe une part de création qui peut rester confidentielle, personnelle, et sans que ce soit un échec? Tout dépend de la discipline artistique dans laquelle vous exercez. En fait, moi, j'exerce un art qui est considéré comme devant aller vers le plus grand nombre. C'est un peu la chanson, c'est présenté comme l'art populaire par excellence. Et c'est toujours un peu délicat parce que j'ai l'impression qu'on ne doit pas se préoccuper de ça. C'est-à-dire que souvent dans la chanson, on présente le point d'arrivée, c'est la rencontre d'un public. On ne se pose pas forcément ces questions-là par rapport à un peintre ou par rapport à un sculpteur. C'est vraiment spécifique, je trouve, à cet art-là, peut-être aussi le cinéma. Bien sûr, oui. Mais je crois que le meilleur service qu'on puisse rendre au public, quand on est artiste, c'est de l'oublier, tout simplement. Et au moment de l'émission de ce qu'on fait, se souvenir qu'il existe. Parce qu'au moment où vous créez, forcément, il y a des interférences. Si vous pensez à un public, si vous pensez à une réception, vous ne pouvez pas être dans une forme de justesse, de vérité. Ça va être parasité par des intentions éventuellement mercantiles ou je ne sais quoi. Et puis le besoin, pour répondre à la deuxième partie de votre question, le besoin je crois que c'est le besoin qu'on a tout un chacun. Moi, en tant qu'artiste, je me considère avant tout comme un amateur aussi d'art. Donc, ce besoin, j'ai tout simplement envie d'avoir face à moi une forme de réponse à mes propres interrogations, à mes propres blessures. Et je pense, voilà, c'est pas en tant qu'artiste, on n'est pas coupé des réactions du public puisqu'on est soi-même public. Enfin, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Merci. Madame Bertrand d'Orléac, est-ce que
dans l'histoire de l'art, qu'est-ce que ça donne les artistes qui n'ont pas rencontré leur public? Il y en a qui les rencontrent après leur mort, souvent. Hein. En tout cas, le succès, si ce n'est le public, le succès. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce fait? Oui, c'est compliqué. Évidemment, on pense à quelqu'un comme Van Gogh, et puis il y a quelques artistes comme ça. Il y en a beaucoup, même, sans doute. Mais c'est douloureux. Mais on ne sait plus ce qui est douloureux, ce qui est le plus douloureux. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas rencontré son public, ou est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de douleur aussi? Donc c'est difficile de mesurer exactement ce qui relève du manque de public. Ce que je remarque, pardon de ce paradoxe, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand un artiste voit son vernissage arriver, c'est toujours une grande source d'angoisse, et puis après il y a une espèce de moment comme ça profondément descente. Oui, de descente, et ça m'a toujours étonnée quand même. C'est-à-dire que c'est compliqué la rencontre avec l'autre, et aussi, c'est pour ça que quand je dois écrire, par exemple, sur un artiste ou une artiste, je ne le rencontre pas, en général, parce que j'ai un peu peur de la rencontre prématurée. C'est-à-dire que je crois que le partage dont parlait le professeur au départ, c'est très important. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on crée toujours pour un destinataire ou une destinataire, ou beaucoup de destinataires, mais qu'en réalité, ce n'est pas forcément la peine de voir ces destinataires. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache. Et on sait très bien, je crois, quand on est artiste, qu'en fait, cette œuvre, c'est le seul cadeau qu'on a à donner, d'une certaine manière. Enfin, c'est le vrai cadeau qu'on a à donner. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que ça circule. Quand ce n'est pas le cas, c'est douloureux, mais ce n'est pas forcément l'épreuve, disons, de voir le public recevoir l'œuvre qui est le plus important, en tout cas chez des artistes visuels. C'est ce que j'ai constaté, disons, par expérience. Mais il est sans doute très difficile d'être un clandestin de l'art, au même titre qu'il était difficile d'être un clandestin tout court pendant la guerre, c'est-à-dire que quand on a une forme d'héroïsme qui consiste à exprimer justement beaucoup de choses de soi-même, c'est difficile d'être toujours finalement secret, et de garder cette œuvre au secret. Ça doit être encore plus douloureux. Vous me faites penser, en parlant des artistes que vous ne rencontrez pas, à une amie journaliste qui m'a toujours dit c'est pas forcément une bonne chose de rencontrer ses idoles. Elle avait interviewé Johnny Hallyday, le Dalai Lama. Voilà, je ne dirai pas la suite. Mais, la parole est au public. Alors, mademoiselle. Oui, madame peut-être. Je vous en prie, madame, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup déjà, c'était très très riche, vraiment intéressant. En fait, j'ai une question, j'espère que j'aurai réussi à bien l'exprimer. Elon Musk, il est businessman et entrepreneur et billionnaire. Et récemment, il a expliqué que lui, il se voit comme un artiste. Maintenant que vis-à-vis de, vous savez, la fameuse pyramide de Maslow, ou au fond, en haut, de la pyramide, où on a atteint tous les besoins, entre les besoins primaires jusqu'en haut, le développement personnel. On atteint, je crois, si j'ai bien compris, le altruisme. Et maintenant, lui, il dit qu'il se tourne vers ça, vers l'altruisme, et qu'il veut mettre sa fortune et son talent, whatever he's given back, pour aller sur Mars et développer quelque chose de différent pour l'humanité. Donc, je voudrais avoir juste le point de vue de quelqu'un d'un de ces... Je vais me tourner immédiatement vers Alexandre Lacroix, parce que... Alors, est-ce que Elon Musk est un artiste? Est-ce que c'est un altruiste? Et est-ce qu'aller sur Mars est une œuvre d'art? C'est le philosophe comme Couteau Suisse qui peut répondre sur Spinoza et sur Elon Musk. Oui, c'est de la tautologie alors, tautologue. Non, il se trouve que c'est quand même un sujet auquel je me suis intéressé. J'ai pas mal voyagé dans la Silicon Valley, notamment dans l'entourage de Peter Thiel, qui est l'un des premiers investisseurs de PayPal, de Facebook, et dans ce qu'on appelle l'univers du singularitarianisme ou du transhumanisme, des gens qui veulent étendre les possibilités de l'humain en utilisant la science et la technique. Alors, donc j'y suis allé, sur le terrain, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs, mais pas Elon Musk, qui est très difficile, c'est un Olympien, qui est très difficile d'accès, mais un certain nombre de gens qui lui ressemblent. Et la conclusion que j'en tire est la suivante, c'est que il faut
Ces gens sont beaucoup plus intelligents que ce que vous imaginez. C'est-à-dire qu'en fait, ils construisent une mythologie, mais dans un but qui est le business. Parce que si vous dites aux gens que votre véritable but, c'est le profit, et c'est de faire grandir votre entreprise, vous allez attirer moyennement les talents. Si vous proposez un projet prométhéen, si vous proposez un horizon presque infini, conquérir l'immortalité, aller sur Mars, vous proposez quelque chose dont vous savez que c'est complètement irréalisable, mais vous créez un appel d'air. En fait, c'est l'utilisation contemporaine de la mythologie à des fins de business. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est la seule manière, quand vous êtes en Californie aujourd'hui, votre but, c'est que les meilleurs ingénieurs, les meilleurs scientifiques, les meilleurs informaticiens, les meilleurs médecins viennent vers vous, du monde entier, qu'ils soient aujourd'hui en Israël, au Kenya ou en Chine, qui viennent travailler avec vous, pour vous, dans votre entreprise. Il faut leur fixer un grand dessin, mais ça a peu de choses à voir avec notre table ronde. En tout cas, ça a beaucoup de choses à voir avec la stratégie. Merci. Professeur Alilaire, j'aimerais coucher Elon Musk sur votre divan. Vous avez un mot à ajouter, je crois. Je voulais ajouter à ce que disait M. Lacroix que je pense qu'il y a une aspiration à être artiste chez chacun d'entre nous. C'est ce qui fait peut-être d'ailleurs qu'on admire les artistes et qu'on a une curiosité a priori pour les œuvres qui y sont créées, même si ça peut entraîner des réactions de répulsion. Et je dirais, Elon Musk ne doit pas faire exception. Il a sûrement une aspiration à être artiste, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Lacroix. Autrement dit, c'est quand même un business chez lui. Il faut reconnaître que son étoile qu'il poursuit est quand même tout à fait extraordinaire et nouvelle. Et il fait rêver. Il ne fait pas rêver tout le monde, mais il en fait beaucoup rêver. Je crois qu'il y avait une question là, puis après ici, madame. J'avais un jeune homme qui avait levé la main. On m'entend ? Oui, on vous entend. Ok. En fait, je vais vous parler en tant qu'étudiant. J'ai trouvé déjà la conférence vachement intéressante, plutôt complexe pour dire les faits. Mais j'ai une question par rapport à un sujet que vous avez dit, comme quoi un artiste, par rapport à ce qu'il fait, même si c'est un chef-d'œuvre, il n'est jamais réellement satisfait. Et par exemple, pour un philosophe, il ne peut pas trouver tout le temps une réponse. Par exemple, ce qu'est la liberté, ce qu'est le bonheur ou d'autres choses comme ça. Alors comment vous faites, par exemple, dans votre travail pour essayer de trouver des réponses tout le temps, parce qu'il y a énormément de personnes qui y ont pensé. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé ma pensée, mais... On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Madame Bertrand d'Orléac, vous qui êtes à la tête d'une institution qu'on ne présente pas, Sciences Po, avec une jeunesse foisonnante, vous allez être confronté à ce genre de questions. Mais ça, non, si on avait réponse à tout, ce serait terrible. Ça rejoint en fait ce qu'on disait sur le chemin. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le chemin, c'est pas la cible. Il y a un proverbe comme ça, extrême oriental, qui dit ça. C'est pas qu'on atteigne la cible, c'est qu'on soit sur le chemin. Donc j'ai l'habitude de dire, évidemment vous en appelez à ma qualité d'enseignante, que je continuerai d'ailleurs à exercer, hein. Faut pas croire, en étant présidente. Vous êtes professeur d'histoire de l'art et vous continuerez à l'être. Absolument. En fait, c'est que l'intérêt, c'est d'essayer quelque chose. Ça peut rater, mais au fond, la question n'attend pas forcément sa réponse, au sens où je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvaise question. Finalement, ce qui m'aide en tout cas, moi, à évoluer, ce sont précisément les questions. Je n'ai pas toujours de réponse et je crois que si j'avais toutes les réponses, j'arrêterais et d'enseigner et de créer et de faire des expositions et d'écrire des livres. Ça n'aurait plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'au fond, la vie, je pense, la vivacité en tout cas relève d'un manque. Et c'est ce manque qu'on essaie de combler en permanence et on n'y arrive jamais. Et c'est un peu idiot, mais c'est comme ça, la vie, je crois. Bien sûr. Alors, on n'a pas forcément les réponses, mais ici, on a des questions. On en a beaucoup, je crois. Je crois que madame voulait poser une question juste là, à côté du projecteur. Enfin, voilà. Madame, ici, si on peut lui donner un micro. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, madame. Oui, bonjour.
Voilà, j'étais très intéressée par tout ce qui s'est dit. Vous avez parlé de personnes suite à la Covid, qui n'est pas terminée, de mal-être chez les jeunes, chez des adultes. Moi, je voudrais parler aussi du mal-être chez les jeunes enfants, que l'on voit de plus en plus dans les écoles, et très tôt. Et vous avez parlé aussi de psychothérapie, de psychanalyse. On voit apparaître, on voit des gens qui se tournent de plus en plus vers des techniques et des philosophies différentes. Je parle de conscience éveillée, de bouddhisme, de yoga, que l'on voit aussi apparaître dans les écoles. Mais qu'en est-il de l'émergence de l'artiste, puisque dans chaque enfant, moi, il me semble, il y a un artiste qui peut se développer et qui est, sous prétexte d'égalitarisme, qui est quand même un petit peu étouffé, que ce soit dans la société ou que ce soit à l'école, quelle qu'elle soit. Donc, qu'en pensez-vous ? Je me tourne vers vous, professeur Alilaire. Vous êtes psychiatre, bien sûr, mais également secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. C'est une question sérieuse que pose madame. Je dirais qu'il n'y a pas d'école idéale, il n'y a pas de pédagogie idéale, mais tout pédagogue a pour mission principale d'aider l'enfant à se développer et à acquérir, à partir de ce qu'il est, le maximum d'outils pour, je dirais, épanouir sa sensibilité, son intelligence, formuler ses projets. Peut-être ce qu'on peut reprocher à l'école, c'est d'être trop normative actuellement, pour des raisons, j'allais dire, on est dans le règne de la quantité, pas de la qualité. Et donc, c'est un objectif qui est très, très difficile à tenir. Mais tous les pédagogues savent ça, que accompagner l'enfant dans son développement personnel, et d'ailleurs, vous évoquiez les psychothérapies diverses, inspirées éventuellement de religion ou de philosophie qui ne sont pas celles de l'Europe, ont cet intérêt-là de permettre à l'enfant de découvrir et de s'identifier, de s'interroger. Et le but du pédagogue, c'est de l'accompagner dans cette réflexion. Alors, on disait tout à l'heure qu'en effet, la cible n'est pas de trouver la réponse. En plus, chaque époque donne sa réponse. Et ce qui fait l'histoire de nos cultures et de nos sociétés, c'est qu'il y a une évolution dans la façon de répondre aux questions que se posent les sociétés. Et j'allais dire, l'histoire des sociétés, l'histoire de l'art est faite de ça. Et donc, vous posez une question difficile. Je crois qu'il n'y a pas d'école idéale. Je pense qu'il y a à trouver, j'allais dire, une chaîne pédagogique entre la famille, l'entourage, l'école, et puis la société. Et que probablement, le lien ne se fait pas bien dans notre société actuelle. Merci beaucoup. Encore une question peut-être ? Est-ce que quelqu'un... Madame, je vous en prie. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Puisque nous avons des bleus à l'âme, je serais extrêmement intéressée d'avoir votre définition de l'âme, puisque vous êtes tous cliniciens, artistes, philosophes, histoire de l'art. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que vous avez une définition commune, donc je suis très curieuse. Voilà. Vous avez Merci. 2 heures pour plancher, chers amis. Alors Dominique, Pas moi. Ah bien parce que... Je suis désolé, je crois que vous avez une belle âme. En fait, je trouve que c'est un mot compliqué. Enfin, c'est un mot compliqué. Le mot n'est pas compliqué en lui-même, mais c'est comme le monde. Tout le monde parle toujours du monde, parler au monde, que l'artiste doit éclairer le monde, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que le monde. Je ne sais pas si c'est le monde, si c'est chez moi, quand je suis, ou si c'est tout l'extérieur. Et l'âme, pour moi, c'est une notion, c'est pareil. Donc, en l'absence de connaissances de l'histoire de la philosophie, par exemple, pour moi, c'est vraiment des mots un peu valises, très très mystérieux et complètement tétanisants. Voilà. Professeur, alors... je suis médecin, je ne suis pas métaphysicien. Oui. Est-ce qu'il y a le corps et l'âme en médecine ? Ceci dit, on dit qu'il y a des gens qui ont une âme et d'autres dont on ne saisit pas. Et je pense que c'est un concept qui est lié à un fonctionnement reconnaissable et assez permanent
de ce qui fait qu'une personne a une intelligence, a un style de sensibilité, a une culture particulière, et qui fait que quand on regarde le fonctionnement de tout ça, ben, on a l'impression qu'au-delà de son corps, il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait que ben, il exprime quelque chose de son âme. Donc je crois que le mot âme n'est pas à, comme on dit maintenant, essentialiser. Il ne faut surtout pas l'essentialiser. Par contre, c'est qu'un concept valise qui peut être intéressant pour justement sortir des catégorisations un petit peu trop limitées, concrètes, scientifiquement explorables et décomposables. C'est quelque chose, je dirais, qui est au fond la recherche d'une sorte d'harmonisation des différents types de fonctionnement de l'humain, à la fois corporel et psychologique. Alors Laurence, peut-être l'âme est-il le matériau de l'art? Quelle est votre définition? Historiquement, ça me semble un terme qui était davantage utilisé dans les temps anciens que maintenant, donc ça me plaît assez, j'aime bien les mots qui reviennent. Il me plaît parce qu'il est mystérieux en fait, et je ne comprends pas non plus très bien ce que ça veut dire, mais tout ce que je ne comprends pas vraiment, en fait, ça me plaît. Mais j'ai l'impression que c'est ce dont on ne peut pas parler, justement, qui est peut-être le plus secret en nous et qui contient ce malheur, justement, que voudrait, enfin, d'où parle l'artiste, ce manque, ce malheur, ces blessures, ces maux, ces bonheurs aussi, ces joies, ces puissances. Enfin, c'est là où, en effet, c'est le cœur de l'individu, mais dont on ne sait pas très bien ce qu'il contient, alors ça me plaît beaucoup. L'âme serait ce qu'on ne comprend pas, c'est pas mal quand même comme définition. C'est de vous. Et enfin, cher Alexandre. Oui, alors effectivement, là on touche à un terme qui a joué un rôle important dans la philosophie de l'époque moderne. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas volontiers d'âme, on parlerait plus volontiers ou plus spontanément de conscience. Ce qu'on peut dire, c'est que chez les modernes, chez Spinoza ou Descartes, qui emploient régulièrement le mot d'âme, on trouve une tension ou une bifurcation qu'on trouvait d'ailleurs aussi chez les antiques. Il y a une ambiguïté dans ce mot. Il y a une ambiguïté dans ce mot. Alors, étymologiquement, anima, c'est le principe moteur, c'est une racine qu'on retrouve dans animation, c'est ce qui met en mouvement l'âme. Mais l'ambiguïté qui est dans ce mot, c'est qu'on ne sait pas très bien si on doit en avoir une définition, pour le dire vite, idéaliste ou une définition de type matérialiste. Les deux définitions coexistent dans la modernité. C'est-à-dire que si on a une définition idéaliste ou abstraite du mot âme, on entend par âme une entité qui serait liée au corps, mais tout de même disjointe du corps, et cette entité qui serait aussi le siège de la pensée, de l'affectivité, de la volonté, de l'imagination, de la mémoire, serait, selon certains théologiens, dotée d'une qualité essentielle ou d'une propriété essentielle, c'est qu'elle serait éternelle. Donc il y aurait eu une sorte de migration des âmes depuis un lieu quelque part vers la divinité où elle résidait avant la naissance jusque dans le ventre des mères, et puis vous voyez, l'âme serait dans votre corps pour un temps donné avant de rejoindre un lieu qui serait le lieu du divin ou peut-être l'enfer. Ça, c'est une conception qui est inhérente au début de notre modernité et qui, au sein de notre modernité, est en lutte déjà avec une autre conception de l'âme qui nous vient plus lointainement d'Aristote, là encore, et qui va nous dire que non, l'âme, c'est quelque chose de bien plus matériel que ça, c'est quelque chose comme une fonction vitale, parce que si on parle d'animation, de ce qui met en mouvement le corps, alors l'âme aurait à voir bien plutôt avec la volonté, la capacité que j'ai de me mouvoir, d'accomplir des gestes, de marcher, de désirer, avec l'appétit, et on pourrait voir dans l'âme un principe non pas idéaliste, éthéré, éternel, mais quelque chose qui appartient au corps. C'est un débat qui va vraiment travailler la philosophie antique, mais surtout la philosophie moderne, ce statut de l'âme, et on l'a abandonné. On l'a abandonné, et la réaction de la psychiatrie était tout à fait intéressante. Ça n'est pas un terme scientifique, mais de la même manière que le concept de nature, qui va beaucoup préoccuper les philosophes modernes, n'est pas un concept de science physique. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas en physique, on n'étudie pas la nature. Ça ne veut rien dire pour un physicien. L'âme, ça ne veut rien dire pour un psychiatre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un mot véhicule de système de pensée un peu ancien et un peu dépassé. Et donc, maintenant que l'âme n'est plus un objet de science ou de débat métaphysique ou philosophique, ça reste un mot disponible pour la littérature et la poésie. Merci beaucoup. En tout cas, merci madame. Pardon, c'est la dernière question, mais je dois vous remercier madame parce que vous nous avez offert une magnifique conclusion avec
cette question sur l'âme. Je ne pouvais pas rêver mieux. Personnellement, je suis censé aussi faire une conclusion, mais je vais faire très court parce que le temps a passé. Et puis évidemment, face à tout ce que vous avez dit, il y a peu de choses à rajouter, mais très intuitivement, en fait, je voudrais me tourner vers les plus jeunes d'entre vous et je voudrais essayer de faire un tout petit pont entre la pop culture et les grands classiques. Hier soir, j'ai vu au cinéma Les Illusions perdues. Je vous souhaite de ne pas vous perdre. Et puis, je pense à la chanson de Benjamin Biolay dans Mon héritage, où il dit, je ne sais plus exactement, mais qui dit que peut-être le soir de ses 20 ans, on perd ses illusions. Donc voilà, je pense qu'en fait, gardez-les, cultivez-les, et que l'art en est une très bonne solution, je crois. Voilà, merci à tous, merci aux partenaires qui ont permis cette rencontre, merci à vous quatre. Merci, voilà. Et rendez-vous tout le week-end pour les rencontres capitales où il y a plein d'autres débats qui se tiendront. Merci.